Il est psychologue et à l'écoute depuis plusieurs années de jeunes en voie de radicalisation. Toby Nathan est l'invité du Grand Angle. Bonjour Toby Nathan. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans 64 minutes. Vous êtes professeur émérite de psychologie à Paris 8 à Saint-Denis. Vous avez publié de nombreux livres avant celui-ci, donc Les âmes errantes aux éditions L'Iconoclaste. Vous avez notamment publié sur votre patient Sigmund Freud, et puis sur l'interprétation et les secrets de nos rêves. Et puis depuis quelques années, vous avez donc reçu et écouté dans votre cabinet des dizaines de jeunes, des garçons et des filles, comme on dit, en danger de radicalisation. Alors au départ de ce travail et de votre livre, vous avez voulu comprendre pourquoi ces jeunes basculent dans la radicalité, pourquoi cette métamorphose souvent très rapide. Concrètement, j'ai envie de vous demander comment se sont passés ces entretiens avec tous ces jeunes. Bon, d'abord, ce sont des gens qui sont des jeunes gens qui nous sont adressés à la suite d'un signalement, en fait. C'est souvent la famille qui est inquiète à leur sujet, ou parfois l'école, le collège qui sont inquiets, et il y a un numéro vert, vous savez, et donc ils appellent le numéro vert, et ces personnes sont signalées, charge à nous d'entrer en relation avec eux et d'établir une relation. Et évidemment, on va d'abord aux personnes qui se sont plaintes, c'est-à-dire leur famille, souvent, et donc on voit d'abord les familles, et puis au fur et à mesure, on fait venir le jeune homme ou la jeune fille, et puis on établit une relation au long cours. C'est-à-dire toutes ces personnes dont je parle dans ce livre sont des gens que nous avons vus parfois 50 fois, 60 fois, vous voyez. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'écoute pour entrer dans leur... dans leur motivation profonde. Alors, vous dites dans ce livre que vous soignez des... Enfin, j'ai lu en préparant l'émission que vous soignez des migrants, que vous vous occupez des migrants depuis 45-50 ans. C'est ça. Absolument. Quel rapport y a-t-il, selon vous, entre les migrants et puis ces jeunes d'aujourd'hui? Alors, je vais vous dire, il ne faut pas prendre ce que je dis pour une généralité universelle. Nous avons vu 60 situations, mais la plupart de ces jeunes que nous avons vus sont des migrants de seconde génération. Donc ça m'a posé des questions, bien sûr. Mais c'est peut-être un biais de recrutement, peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais je pense vraiment que c'est une population à risque de basculer dans la radicalisation. Et il y a des raisons à cela. Et on a essayé d'aller regarder ces raisons de plus près. Ce sont des jeunes qui souvent viennent de familles qui ont perdu les relations avec leurs ancêtres, avec leurs sources, avec leurs racines. Je ne sais pas comment vous dites. Moi, je dis les sources, parce que c'est quelque chose qui se renouvelle sans cesse, comme l'eau jaillit de la source, et qui ont perdu le contact avec les familles. Les familles ont perdu contact. Et s'ajoute à cela, souvent, des problèmes de filiation. C'est-à-dire, ce sont des jeunes qui n'ont pas été reconnus par leur père, par exemple. Qui n'ont pas connu leur père. Ou qui n'ont pas connu leur père, ou parfois qui n'ont connu ni leur père ni leur mère, ce qui arrive quand même assez souvent, en particulier dans ces histoires de migration africaine, par exemple. Des Africains qui émigrent en France, qui laissent leurs enfants au pays, qui pendant 10 ans, pendant 15 ans, et les font venir après. Quand les enfants arrivent, ils ne connaissent pas leurs parents, ils ne les ont jamais vus. Ce sont ces jeunes-là que vous appelez les âmes errantes. Et vous dites que ce sont des proies, je vous cite, des proies bonnes à prendre pour des chasseurs d'âmes. Oui, exactement. Ce que j'ai remarqué, voyez-vous, c'est que je ne suis pas le seul à avoir repéré que c'était une population susceptible d'être embrigadée. Parce que les théoriciens du djihad, et en particulier un théoricien du djihad qui s'appelle Abou Moussab el-Souri, qui est aujourd'hui décédé, mais qui a laissé un volumineux manuel de djihadisme, dit que c'est précisément cette population qu'il faut viser, parce que ce sont des gens qui sont à la dérive et qui, en plus, sont en attente de quelque chose. Et c'est vrai, tel que je les ai vus, c'est vrai. Et vous dites aussi quelque chose de surprenant, c'est que d'une certaine manière,
ces jeunes vous ressemblent parce que oui. Vous-même, vous avez aussi été un migrant. Absolument. C'est pour ça que vous avez même vécu, à Gennevilliers. Oui, bien sûr. D'où venaient les frères Kouachi qui ont perpétré l'attentat à Charlie Hebdo. Exactement, et je connais même l'endroit d'où ils viennent. Moi, j'ai joué dans ces endroits quand j'étais enfant. Et ça remonte à loin. Moi, je suis un migrant. Je suis arrivé en France quand j'avais 9 ans. Et je me souviens très bien que cette perte des repères et en même temps cette suspicion qu'on a vis-à-vis des repères qu'on essaye de nous fournir à l'école, mais de manière automatique, comme ça. C'est-à-dire, on dit, vous avez des ancêtres, mais vous ne voulez pas les échanger plutôt contre Victor Hugo ou contre Baudelaire? Ouais. Et puis, quand on est gamin, on n'a pas tellement envie, quoi. Mais pourquoi cette intégration fonctionnait mieux dans les années 50, 60, 70 et moins bien aujourd'hui, ou parfois plus du tout aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si elle fonctionnait beaucoup mieux. Elle fonctionnait mieux, mais pas beaucoup mieux, parce qu'il y a toujours eu des problèmes, malgré ce qu'on a raconté. Moi, je peux vous dire que dans la classe où j'étais quand j'avais 10 ans à Gennevilliers, la moitié de la classe, ils sont aujourd'hui décédés. Et décédés dans des situations tragiques. 2 parmi eux ont été abattus lors d'une tentative d'évasion parce qu'ils étaient incarcérés. D'autres sont morts du sida parce qu'ils étaient toxicomanes, enfin, etc. C'est des populations qui sont en danger. Ouais. Maintenant, quand il y a des populations en danger et que par ailleurs, il y a des recruteurs qui recherchent des soldats, en fait, des militants. Ce sont des militants. Militants, c'est le même mot que militaire. Donc, qui recherchent des soldats. Eh bien, la conjonction des deux fait que la mayonnaise prend. Et là, vous avez une situation qui est très inquiétante. Pourquoi? Parce que ces jeunes, en fait, ils cherchent à donner un sens à leur vie, c'est ça? Bon, enfin, dire les choses comme ça, c'est trop vague, je dirais. C'est vrai, de manière globale, c'est vrai. Mais c'est plus important que ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un comme ça n'a plus de référence et que vous venez, vous lui dites je sais qui tu es, je sais quel est ton destin, je sais comment tu vas réaliser quelque chose d'important pour toi et pour le monde, ça m'étonnerait qu'il ne vous écoute pas. Pour la première fois, d'ailleurs, on s'intéresse à lui. Exactement, à lui. Ton existence est importante pour notre groupe, pour notre mouvement, pour notre religion, en fait. Il n'y a pas un danger, quand même, d'amalgame dans votre livre? Parce qu'en lisant votre livre, on peut se dire, en fait, que tous les migrants, en tout cas leurs petits-enfants ou leurs arrière-petits-enfants, sont souvent des déracinés. Donc il y aurait un danger, on pourrait dire, migrants égale danger, égale risque de radicalisation et pourquoi pas, voire terrorisme, si on fait l'amalgame. Bon, qu'est-ce que vous répondez à... Alors, bien sûr qu'il y a un danger d'amalgame, bien sûr. Et c'est un livre de professionnel. Il faut le lire comme ça. C'est-à-dire que moi, je me suis occupé de 60 situations et toujours de manière préventive. Je ne me suis pas occupé des gens qui sont passés à l'acte. On s'occupe des gens qu'on voit en train d'être radicalisés pour éviter qu'ils ne basculent totalement dans cet univers. Bon, alors, mais si on veut regarder les choses, parmi tous les migrants, c'est une infime proportion qui passe de ce côté. Simplement, ils révèlent un problème que nous avons avec la migration. Nous ne savons pas tenir compte de leur spécificité. Il faut pas les traiter comme tout le monde. Il faut les traiter de manière particulière. C'est-à-dire, Est-ce que les États, les gouvernements ne sont pas très démunis? Qu'est-ce qu'on peut faire? On essayait des déradicalisations, ça ne marche pas très bien? Non, pas très bien. Ouais. Il faut porter une attention à leur étrangeté. C'est-à-dire, ils portent en eux quelqu'un qui est d'une seconde génération, comme ça. Portent en lui un peu d'algérianité, de maroquinité, de, je ne sais pas comment dire ça, d'africanité. Et il ne faut surtout pas lui dire, ça tu la jettes au panier, on n'en a rien à faire, maintenant tu n'es plus qu'un Français. Mais tous les jeunes ne peuvent pas passer dans le cabinet d'un psychologue. Non, bien sûr que non. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est une question sociale, c'est une question économique, c'est une question sociale. Oui. Non, mais je n'ai pas du tout traité le problème économique. Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à... Bien sûr qu'il existe. Il y a un problème économique, il y a un problème de ghettoisation, il y a un problème historique aussi. C'est-à-dire que ce sont souvent des jeunes qui, par le passé, ont été colonisés, qu'il y a une sorte de contentieux. Ils portent en eux un contentieux familial. Tout ça, ça existe. Toutes ces choses-là existent. Moi, j'ai pas traité de ça. C'est pas mon métier, si vous voulez. Mais je peux conseiller. Oui, bien sûr, je peux conseiller. Je peux dire qu'il faut porter une attention particulière à ces gamins qui sont
deuxième génération, troisième génération, leur réapprendre le monde d'où ils viennent, les intéresser, leur montrer combien leurs ancêtres réels sont intéressants. Vous savez, j'ai vu des migrants... Leur parler de leurs racines, en fait. Bien sûr. Ouais. J'ai vu des Africains de seconde ou de troisième génération, 2 générations avant, ils étaient animistes en brousse, quoi. Ouais. La génération suivante, ils étaient évangéliques, chrétiens évangéliques, dans des églises qui sont des églises comme il y en a beaucoup en Afrique. Et puis la génération d'après, vous voyez des radicaux islamiques. Ouais. Donc il y a bien un noyau qu'on peut leur évoquer. Et chaque fois que nous arrivons à évoquer leur langue, leur tradition, les choses anciennes qu'ils croient, qu'ils considèrent comme étant des vieilleries sans intérêt, et qu'on leur montre l'intérêt de ces choses-là, ouais. Eh ben, ils sont conquis. Toby Nathan, vous avez essayé de comprendre ces âmes errantes. Comprendre, ça ne veut évidemment pas dire justifier. Bah, écoutez, d'abord, moi, je n'ai jamais travaillé avec des gens qui ont commis des actes délictueux. Ceux qui ont commis des actes, ils relèvent de la justice, ils ne relèvent pas du psychologue. Hein. Donc, moi, je travaille en prévention, et quand je parviens par sympathie aussi, puisque je vous dis que je partage un certain nombre de douleurs, ouais. De problèmes aussi avec eux. Donc j'ai de la sympathie pour eux, sympathie au sens vrai du mot, c'est-à-dire souffrir du même mal, quoi. Ouais. Ceux qui sont passés dans votre cabinet, vous savez aujourd'hui ce qu'ils sont devenus, vous les suivez? Bien sûr. Ouais. Je suis toujours en relation avec tous ceux que j'ai vus, et la plupart de ceux qui se sont inscrits dans notre dispositif sont venus nous rejoindre dans le monde commun. Donc je suis sûr que c'est une bonne façon de faire, mais elle est extraordinairement coûteuse. Je veux dire, c'est un temps, un investissement, une recherche, mais bon, c'est un peu expérimental. Ouais. Mais au moins, on comprend un peu quelque chose à ce qui est en train de se passer. On l'a lu, votre livre, dans les ministères en France? Oui, oui, on l'a lu. De toute façon, mon travail a résulté d'une demande du ministère de l'Intérieur qui a demandé à ce qu'on mette en place un dispositif de prise en charge. Donc c'est à l'initiative de ce ministère. Alors évidemment, je leur ai fait parvenir et je sais qu'ils l'ont lu et que... Bon, enfin, ils ne m'ont pas encore répondu, hein, mais peut-être qu'ils répondront quelque chose. Merci en tout cas, Toby Nathan, d'être venu parler de ces âmes errantes donc aux éditions L'Iconoclaste. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, merci. Le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup.